Bonjour à tous, vous êtes sur Dice & Click et voici enfin le résultat du podcast Frankenstein numéro 6. La MJ est-elle une joueuse comme une autre ? Le MJ est-il un joueur comme une autre ? Voici ce que nous répondent nos différents intervenants. A tout de suite. Salut messieurs, mesdames et personnes non binaires. Voilà, c'est Thomas. Merci à Valkan pour ce nouveau podcast Frankenstein. Bon, vous savez, il y en a qui se font des défis d'avoir leur nom dans tous les crowdfunding qui sortent. Moi, comme j'ai pas les moyens, je me contente de squatter tous les podcasts Frankenstein. Donc c'est pour ça que je participe à celui-là aussi. Donc MJ est-elle une joueuse comme les autres ? C'est une question assez intéressante. Alors déjà oui, je précise que d'habitude je dis joueuse, je dis les joueuses et je dis même si c'est des joueurs quoi. Et je dis le MJ parce que c'est un peu l'habitude que j'ai prise. C'est pas top en fait de féminiser que l'un et pas l'autre. Donc je vais essayer. C'est une habitude dont j'ai du mal à me défaire. Je vais essayer de dire MJ, voilà déjà plutôt que parce que MJ ça fait un peu neutre quoi, ou ça fait penser à l'AMJ. Voilà déjà pour essayer d'avoir le même traitement justement que pour les joueuses. Alors j'ai tendance à penser que non, MJ c'est pas une joueuse comme les autres parce que dans la plupart des jeux de rôle, en fait, on a clairement un gameplay qui est asymétrique. Bon bah voilà quoi, le MJ contrôle le monde, les joueuses contrôlent leurs personnages. En général, alors je vais mettre de côté les GN où clairement les joueuses peuvent jouer sans les orgas, mais en jeu de rôle sur table, en fait il y a un truc qui fait que tu peux hormis quelques apartés, tu peux rien dire sans que le MJ soit là pour valider et puis te répondre, tu vois, en fait, comme le MJ est ton interface. Et ce qui fait que, grosso modo, dès qu'une joueuse veut agir, en fait, ça va se traduire par un dialogue avec MJ. En fait, de façon structurelle, grosso modo, MJ va occuper à peu près 50% du temps de parole, quoi. Donc, ce qui fait qu'il reste les 50 autres pourcents à se partager entre les joueuses. Et bon, évidemment, il y a des MJ qui parlent, je dirais, le max qu'un MJ peut faire, c'est 75% du temps de parole. Ça peut se rencontrer, je pense. Et les MJ les plus discrètes vont avoir, je sais pas, 25% de temps de parole, quoi. Dans les jeux de rôle tactiques, on pourrait dire que les joueuses, elles jouent contre les MJ, mais en fait, l'inverse est faux. C'est-à-dire que MJ peut pas jouer contre les joueuses parce qu'en fait, si MJ joue contre les joueuses, si MJ veut gagner, c'est juste trop facile. Il suffit que tu mettes des monstres avec des stats énormes, des pièges impassables, enfin voilà, tu demandes des jets de dés hyper durs. Enfin de toute façon, tu peux mettre la difficulté que tu veux, quoi. Donc si tu veux gagner contre les joueuses, c'est juste trop facile. Donc en fait, même dans les jeux tactiques, MJ en fait il joue jamais contre les joueuses quoi, il joue plutôt pour les joueuses quoi, à leur service. Il essaye d'être MJ essaie de garantir une sorte d'équilibre quoi, d'arbitrer quoi. Donc déjà ça je trouve que ça fait une grosse différence quoi. En fait les joueuses elles peuvent jouer sans retenir leurs coups. Tandis que MJ en fait il est obligé de retenir ses coups quoi. J'ai tendance à penser que MJ va faire preuve de plus de leadership et de plus d'empowerment quoi. Alors c'est à la fois je dirais la fonction qui va lui permettre ça, lui donner une légitimité déjà pour avoir un leadership, lui donner beaucoup plus d'outils qu'aux joueuses, donc MJ va avoir cet empowerment. Hélas, des fois, la réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'il faudrait du leadership et de l'empowerment pour pouvoir être MJ. Et j'ai vu par exemple des MJ qui se faisaient pas respecter parce que par exemple ils parlaient pas fort ou des choses comme ça. Donc ça c'est un peu embêtant quoi. Et inversement, des MJ, quand ils se retrouvent joueuses, que ce soit à des jeux avec MJ ou des jeux sans MJ, on voit bien que en tant que joueuse, MJ va faire preuve de plus d'initiative que la moyenne, quoi, clairement, quoi. C'est-à-dire que son leadership, son empowerment, MJ va le conserver quand elle repasse joueuse, quoi. Alors ça, c'est un constat qui irait plutôt dans le sens de dire que MJ n'est pas une joueuse comme les autres, mais en fait, personnellement, et je pense pas être le seul, je pense qu'on voudrait en fait que MJ soit une joueuse comme les autres. On voudrait pouvoir aménager nos pratiques pour que ça soit le cas, pour que tout le monde ait un peu la même sorte de fun et entre guillemets la même quantité d'engagement, la même responsabilité quoi. Déjà j'ai envie de dire, il faudrait que ça passe par le fait que nous ce qu'on veut c'est que les joueuses finalement aient autant de leadership et d'empowerment que MJ. Alors
Ça pourrait passer par les jeux à narration partagée où on dit bah voilà en fait les jeux sont tous MJ, ils ont toutes les mêmes. Mais globalement, même dans les jeux avec MJ, ça passe tout simplement par le fait de se dire que les joueuses ont autant de responsabilités, d'impact dans la réussite de la partie que MJ quoi. Et voilà, qu'on se partage un petit peu plutôt qu'avoir des joueuses consommatrices versus un MJ dirigiste, non, en fait, on est tout ensemble dans le même bateau et on participe tous et toutes à ce que ça soit une bonne partie, quoi, en donnant à peu près toutes, en faisant toutes et tous des efforts, quoi, tout bêtement. Et donc ça passe déjà par arrêter de se dire que la partie sera bonne si MJ est bon ou bonne, quoi. Et par exemple, ça passe par le fait de... on m'a donné un exemple en fait d'une joueuse qui avait décidé de jouer un personnage qui était naïf et qui s'émerveillait pour un rien. Et donc dans cette partie, le MJ faisait des descriptions qui étaient un peu plates, quoi. Mais la joueuse s'est mise dans la posture de dès que le MJ faisait une description, bah, le personnage faisait waouh, c'est génial et tout. Ou même dans ta tête en fait, quand MJ fait une description, je sais pas, vous rentrez dans une forêt, tu vois, c'est un peu plat, MJ va pas plus loin. Mais toi, tu peux t'imaginer le craquement des feuilles dans ta tête, les petits bruits, les odeurs. Tu vois, tu peux te faire ta propre immersion. T'es même pas obligé de le dire aux autres. Enfin, après, tu peux le dire, quoi. Genre, vous entendez le bruit des feuilles et tout. Mais tu te fabriques ton propre plaisir, en fait. MJ, juste servir d'amorce, c'est tout ce que MJ te donne, tu vas le reprendre et l'amplifier, le valoriser, quoi. Il y a cette idée qu'en tant que joueuse, on est là pour aider le MJ ou la MJ à ce que ça soit une bonne partie, quoi. Et en fait, quand on adopte cette idée que on est là pour aider MJ, clairement, on joue pas du tout de la même façon. C'est beaucoup plus cool, le fun est partagé et on peut transformer une partie qui serait plate en quelque chose de vraiment un moment collectif inoubliable, quoi. Mais ça passe aussi que MJ prenne plus un plaisir de joueuse. Ça passe par exemple par un MJ qui s'identifie à ses PNJ, qui va s'identifier à LE, quoi. Et c'est vraiment sympa en fait quand un MJ il se met à ressentir des émotions parce qu'il arrive un truc à son figurant, parce qu'il est dans un dialogue bouleversant avec un PJ et tout. Ça c'est super intéressant, quoi. Ça passe aussi dans l'idée de... J'ai dit tout à l'heure que MJ, si vous voulez gagner contre les joueurs, c'était facile, il suffisait de monter les stat blocks des PNJ. Mais justement, il y a des jeux qui proposent en fait une adversité qui soit régulée par le jeu et non par MJ, quoi. Donc ça passe par les jeux type Apocalypse World où c'est le MJ winnable, où MJ ne lance jamais les dés et surtout il ne met pas ces monstres n'ont pas de statistiques en fait, donc l'adversité est portée en fait plutôt par la teneur de l'adversité va plutôt être portée par les caractéristiques des PJ, par où ils en sont dans leur feuille de personnage, dans les chiffres et tout. Après moi je pense que Innommable et Apocalypse World vont pas à fond aussi loin que possible dans ces pratiques, parce que Innommable c'est vertueux au départ parce que en fait il y a les jets de dés au fur et à mesure de la partie vont augmenter en difficulté tout le temps et c'est pas MJ qui décide, c'est le jeu, il dit bon bah d'abord premier jet c'est difficulté 1 et ça monte jusqu'à 7. Le problème c'est qu'en fait si MJ veut faire 15 jets de difficulté 7 il a le droit de les demander, quoi. On sait juste que la difficulté augmente mais c'est pas dit combien de jets de dés on doit faire de chaque difficulté, quoi. Et Apocalypse World, en fait, tu peux clairement harasser les joueuses en demandant plein de jets de dés, quoi. Et puis, il y a quand même plusieurs moyens de booster ton adversité, quoi. C'est-à-dire que tous les adversaires se valent pas. Il y a des adversaires qui sont clairement plus balèzes que d'autres, quoi. Même s'ils ont pas de caractéristiques, mais ils ont des tags qui font qu'il y a aussi des tailles, tu vois, entre un adversaire unique et un gang. C'est pas du tout la même difficulté, quoi. Moi, j'ai fait 2 jeux qui essayent d'aller un peu plus loin dans le fait que c'est pas vraiment MJ qui détermine la puissance d'adversité. Dans Influenza, ça se passe en tour de joueuse et le MJ peut proposer qu'un seul conflit en fait pendant le tour de la joueuse et c'est pas du tout lui. Et en fait, la difficulté est clairement fixée par la joueuse parce qu'en fait, elle va jeter autant de dés qu'elle estime être liée à l'adversité, quoi. Donc plus l'adversité est balèze, finalement, généralement plus elle lance de dés, donc plus elle est balèze contre l'adversité.
changé. C'est juste le risque de retour de flamme qui devient plus important, mais clairement c'est la joueuse qui paramètre vachement, quoi, et non pas MJ. Dans l'empreinte, l'empreinte reprend le principe de l'innommable, mais en le rendant encore plus rigide entre guillemets, quoi, le jeu se divise en 4 actes, et à chaque acte MJ va demander un jet de dés, et un seul, pas 0, pas 2, un seul jet de dés, et à chaque acte la difficulté augmente en fait, difficulté 1, puis 2, puis 3, puis 4, quoi. On pourrait aussi s'inspirer de jeux de plateau comme Warhammer Quest ou Descent, où c'est vraiment le jeu qui paramètre la difficulté. Warhammer Quest c'est tellement bien fait que en fait c'est un jeu de plateau type Descent, mais où tu peux jouer sans MJ parce que on sait exactement comment doivent se comporter les monstres, qui doivent attaquer, à quoi ressemble le donjon. Tout est procédural et il n'y a pas besoin de MJ, quoi, à ce niveau. Voilà, je suis en train de cramer le tempo, donc j'essaie de finir vite. Ce qu'on veut aussi, c'est des jeux où l'impro soit l'impro va être très guidée, où les scénars sont très écrits, donc dans le sens où finalement MJ, à l'instar des joueuses, ne met pas spécialement d'efforts, quoi. Il est très très aidé par le jeu, quoi. Ou à l'inverse, des jeux où MJ est pas plus aidé que les autres joueuses, quoi. On pourrait imaginer ça dans l'autre sens, quoi. Donc par exemple des jeux en impro total. Donc l'idée que le MJ va pas préparer plus que les joueuses, ou alors si MJ prépare beaucoup, eh ben il faudrait que les joueuses préparent aussi beaucoup, quoi, pour qu'il n'y ait pas une disparité dans l'engagement. Donc par exemple, pendant que le MJ prépare ses scénarios, les joueuses peuvent préparer leur perso ou faire des interscénars avec un système de jeu solo qui n'y ait pas besoin d'intervention du MJ pour l'interscénar, quoi, que tu pourrais faire ton interscénar toute seule avec un jeu de rôle solo, quoi. Ce qui est pas mal aussi, c'est évidemment le world building commun. Le jeu qui va le plus loin en la matière, je dirais, c'est les quick shots c'est Sombre de Johan Scipion avec la méthode des quick shots, où en fait c'est clairement les joueuses et le MJ qui vont paramétrer le décor, c'est quoi le décor, c'est quoi l'adversité. Le MJ il a rien préparé avant que ça commence, il prépare rien après. En fait joueuse et MJ passent autant de temps sur la partie et à peu près autant d'investissement, quoi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Encore merci à Valkan pour ce podcast Frankenstein. C'est vraiment cool que l'initiative continue et j'espère que ça continuera encore longtemps avec d'autres initiatives. Eh bien, salut messieurs, dames et personnes non binaires. Jouez bien. Ciao. Bonjour tout le monde et un grand merci à Valkan et donc à Dice & Déclic de continuer l'aventure du Frankenstein podcast. Alors, comme ma voix doit être inconnue de tout le monde ou presque, je me permets de me présenter. Je suis Alégas, alias Alexandre, joueur et MJ depuis une bonne dizaine d'années maintenant, grand consommateur de podcasts et de let's play sur le jeu de rôle. N'étant pas habitué à m'enregistrer ou à parler devant un ordinateur, je vous prie de m'excuser si ce n'est pas parfait, je vais tâcher de faire au mieux. Si je me permets de prendre aujourd'hui la parole, c'est pour répondre, ou du moins donner ma réponse à la question posée, le MJ est-il un joueur comme un autre ? Alors moi cette question me parle beaucoup, car je suis très souvent du côté non coloré du paravent. Et ça fait écho dans ma tête avec peut-être une des seules problématiques de mes cours de philo dont j'arrive encore à me souvenir. Le bac est loin, très loin maintenant. C'était « L'homme est-il un animal ou plus qu'un animal ?» Et je pense que la réponse de l'époque peut tout à fait s'adapter ici. En effet, le MJ est un joueur comme les autres. Après tout, comme tout le monde à la table, il partage les mêmes attentes, les mêmes envies. Celles-ci sont facilement repérables. Passer un bon moment, prendre du plaisir au récit, et se laisser porter par celui-ci. Comme tout autre joueur, on sait que le MJ va s'être bien amusé quand il s'est pris d'un affectif pour les protagonistes, que ce soit les personnages joueurs ou les personnages non joueurs qu'il va incarner. Après tout, on dit que le MJ doit être fan des personnages joueurs, et on dit que les joueurs prennent du plaisir quand ils sont fans des personnages non joueurs. Aussi, ne sont-ils pas pareils à être fans des uns et des autres ? Mais tout comme l'homme est plus qu'un animal, car il a conscience de sa mort, le MJ est plus qu'un joueur, car il a conscience de la fin du scénario. Car à mon sens, même le MJ avec le plus grand sens de l'improvisation, sait où il va aller, même si la partie peut prendre des lacets et des détours au gré des décisions des joueurs. Aussi, le MJ est plus qu'un joueur, car il a moins qu'un joueur, perdant du fait de son statut une grande partie du plaisir de la découverte, car connaissant à l'avance les tenants et les aboutissants du scénario ou de la campagne. De plus, du moins dans le jeu de rôle classique, le joueur MJ a des fonctions régaliennes. En effet, il est à la fois l'adversité, le monde, le gardien des règles et l'arbitre. Si ce sont les actions des joueurs qui vont donner vie au monde, en interloquant le PNJ lambda
et en prenant fait et cause pour lui, en décidant de la marche à suivre et des lieux à explorer, c'est le MJ qui va mettre en scène les éléments dans le cadre qu'il a créé ou qu'il s'est approprié par le biais des livres. Enfin, d'un certain côté, les autres joueurs vont en grande partie se reposer sur le MJ pour assurer la réussite de la table, entre celui qui veut de l'action, celui qui veut du roleplay, voire du drama, l'autre qui veut de l'exploration, et le dernier qui veut de l'enquête. Le MJ doit cristalliser les attentes de la table, ainsi que les siennes, en un ensemble cohérent. Mais pour autant, est-ce quelque chose de figé ? Sincèrement, je pense que non. Avec les PDF, les outils informatiques comme Roll20 et les applications mobiles qui se développent de plus en plus autour de la table, que ce soit pour gérer l'affiche, les jets de dés, voire les deux en même temps, le MJ est de moins en moins le garant des règles. Les jeux propulsés par l'Apocalypse, et notamment The Sprawl à titre d'exemple, placent les joueurs plus que jamais dans la narration, voire dans la création même du monde, avec la création collaborative de la ville, de ses quartiers, et des corporations qui vont semer les enjeux et les couleurs du jeu. Et de plus en plus de jeux de rôle, qui n'en sont pas vraiment, comme le veut l'idiome consacré, éclatent le rôle même du MJ pour répartir ses pouvoirs et fonctions entre les joueurs, montrant que le MJ est au final un joueur à la table tout aussi remplaçable que celui qui ramène les chips Go Barbecue. Pour conclure, je dirais que non. Le MJ n'est pas un joueur comme les autres. Pour autant, il en est un. Ce qui est dommageable, c'est que trop de personnes l'oublient, et ce des deux côtés du paravent, à l'image des débats qu'il y avait eu plus tôt dans l'année, où certains MJ s'étaient sentis offusqués car on leur demandait de payer leur place à certaines manifestations, alors qu'ils faisaient le sacrifice d'être MJ. MJ, ce n'est pas un sacrifice. C'est jouer, mais d'une autre manière. C'est être un joueur, oui, mais un joueur privilégié. Et c'est ce sentiment que je ressens à chaque partie, et sur lequel je vais vous laisser pour aller écouter les réponses de mes petits copains. Aussi, je vous souhaite une bonne journée, et de bons jeux. Bonjour à tous, c'est Jérôme du tout nouveau podcast 1 MJ de trop. Avec un tel nom de podcast, j'étais un peu obligé de répondre à la question du sixième podcast Frankenstein, qui est est-ce que le MJ est un joueur comme les autres ? Vous devinez que j'ai une position assez radicale sur la question, donc je vais essayer d'exposer un petit peu mes idées par rapport à ce sujet. Alors de prime abord, je dirais qu'effectivement, si je compare mes différentes expériences de jeu, le MJ a effectivement une place vraiment très 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 particulière autour des tables. Il a une responsabilité différente des autres joueurs. Il a une application dans la préparation des parties très différente. Il a une maîtrise de l'évolution de l'histoire, un impact beaucoup plus fort que tous les autres. Le temps de parole souvent est en grande partie monopolisé par sa personne. Bon, cela peut varier sensiblement d'une personne à une autre, mais globalement, voilà, le MJ se démarque quand même autour d'une table. Et d'ailleurs, on a très souvent entendu dire que la qualité d'une partie dépendait essentiellement de la qualité du maître de jeu et de son expérience. Bien, faut le reconnaître, c'est une réalité. Le MJ est un personnage, un joueur ou une joueuse qui diffère de l'ensemble des autres participants. Et c'est bien pour ça que nous, dans le podcast Un MJ de trop, on aime le supprimer, ce maître de jeu. Le supprimer ou lui voler ses responsabilités et les redisperser, les redistribuer aux autres joueurs. Comme ça, finalement, autour de la table, on se retrouve tous sur un pied d'égalité, avec les mêmes responsabilités vis-à-vis de la réussite d'une partie, un partage dans les connaissances des règles du jeu, et comme ça, comment l'expliquer ? On arrive à obtenir une sorte d'alchimie autour de la table, un jeu beaucoup plus social, où tout le monde est à l'écoute en permanence de tout le monde. Ce qui est indispensable pour la réussite des parties comme nous on l'envisage, c'est-à-dire en narration très 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 partagée, et avec donc une histoire quasiment toujours émergente à 100%. Cela implique d'avoir des qualités d'improvisation fortes, et
bon, qui se développe. Hein. Il y a des débutants qui sont très à l'aise avec ce procédé. Hein. C'est pas non plus forcément réservé à une élite. Et nous, ben, voilà, on s'épanouit dans ce mode de jeu-là, qu'on trouve plus démocratique et où on ne se sent pas obligé de satisfaire les envies d'une seule personne. Voilà. Donc, on aurait tendance à dire que le MJ nous enferme un peu dans un carcan. Donc, pour conclure, excusez-moi si mon propos n'a pas été très très structuré parce que je n'ai rien préparé à l'avance et je n'ai pas trop l'habitude de m'exprimer devant un micro. Pour conclure, le MJ est un joueur extrêmement différent des autres et que peut-être certaines personnes trouveront plus de plaisir à leur table de jeu s'ils s'affranchissent de ce sombre personnage machiavélique qu'est le maître de jeu. Voilà, j'espère que les joueurs traditionnels ne m'en voudront pas trop après ces propos. Je comprends très bien que énormément de gens apprécient le jeu avec MJ, il n'y a aucun problème. Chacun y trouve son plaisir de la manière qu'il souhaite. Pour ma part, j'ai tranché depuis longtemps. Merci à vous et longue vie au podcast Frankenstein. Bonjour, c'est Epistrophe. Je sévis actuellement en tant que MJ sur le forum Virtua JDR et j'ai décidé, à l'invitation du podcast Frankenstein, de me saisir de cette question: le MJ est-il un joueur comme les autres? Alors, face à ce sujet, je me suis demandé comment répondre oui. En effet, il semble assez facile de montrer que non, le MJ n'est pas un joueur ou une joueuse comme les autres, puisque dans le JDR traditionnel, le MJ a plus de responsabilités. Il conçoit le scénario, il joue l'univers et les PJ, et il s'implique davantage dans la préparation et la gestion des parties. Bref, le MJ a, comme on peut le lire dans le livre de base de la nouvelle édition de 7e Mer, une triple casquette. La casquette d'auteur, celle de narrateur et celle d'arbitre. Mais peut-être que tout cela n'est qu'une illusion, y compris pour le JDR traditionnel, et c'est ce que nous allons essayer de voir. Pour le comprendre, il faut évidemment interroger ce qu'est un MJ, comme on vient rapidement de le faire, mais aussi il faut se demander ce qu'est un joueur ou une joueuse. Parce que c'est au final la seule manière de comprendre ce qui rapproche le MJ et les autres, et ce qui fait du MJ un joueur comme les autres. Parlons donc d'abord de la casquette d'auteur. Le MJ est bien connu comme celui qui peut avoir en charge la constitution du scénario, de la trame principale qui permettra à la partie d'avoir un début et une fin, et donc de la faire ressembler à une narration interactive. Au fond, le MJ est, dans ce cadre, un garde-fou qui permet à la fiction de ne pas devenir folle et de garder une structure qui puisse la rendre intelligible. Il sauvegarde la cohérence, il s'assure que le monde garde une trace de ce que les joueuses y ont fait, et propose des intrigues et des mystères aux camarades de la table. Pourtant, il est immédiatement clair que tout scénario préparé subit, à des degrés divers et parfois assez profondément d'ailleurs, des évolutions en fonction de ce que font les joueurs. Si bien que même s'il ne s'en aperçoit pas, et même si c'est pas son but, la joueuse pousse le MJ à réorganiser les éléments de l'histoire en fonction de ce qui se passe. Et donc elle a aussi un rôle d'auteur, même s'il est plus indirect ou moins immédiat. Sans quoi, si l'on n'a pas ça, tout est sur des rails et on peut se demander où est le plaisir de la joueuse. Est-ce qu'elle a une véritable liberté d'action? Et est-ce qu'elle peut savourer les conséquences de ses actes si l'histoire est prédéterminée et suit un déroulement inexorable? Ainsi, peut-être serait-il préférable de dire que le MJ partage une casquette de co-auteur avec ses joueurs. Ensuite vient le passage de l'auteur au narrateur. Il s'agit pour le MJ de décrire un monde, un univers peuplé de créatures et de gens qu'il imagine. Le joueur n'incarne alors qu'un personnage particulier parce qu'il n'est pas commandé par le MJ. Cependant, il y a fort à parier que tout MJ pense la scène qu'il raconte et donc il voit dans sa tête des images de l'univers qu'il s'agit de décrire et de rendre vivant aux autres. Mais comme dans l'acte de lecture, les mots prononcés créent une image dans la tête de celui qui les entend. Sauf que l'avantage du jeu de rôle est que le lecteur peut participer à l'histoire en enrichissant l'image que le MJ a dans la tête avec des éléments qui sont présents dans sa tête à lui. Et dès lors, s'il s'agit par exemple de se battre contre un troll dans une grotte, on trouverait autant d'images de trolls et de grottes qu'il y a de joueuses, et le MJ est alors bien un joueur comme les autres. Il propose peut-être en premier certains éléments de la manière dont il imagine la scène, mais tout le monde finit toujours par élaborer en commun une image de la scène en prenant dans des éléments qui sont partagés. Ici, les systèmes propulsés par l'Apocalypse sont précieux parce qu'en un sens, ils ne font que révéler cette illusion du MJ narrateur. Puisque tous les joueurs participent à la création de l'univers, autant créer des règles qui jouent le rôle de cadre dévolu d'ordinaire au MJ dans le JDR classique.
Le PBTA tente alors de créer un système qui prend acte de cette co-incarnation de l'univers, et dans un tel système, on pourrait dire que le MJ est représenté par les règles du jeu, et il apparaît alors que le MJ c'est bel et bien tous les joueurs. Enfin, le MJ est un arbitre. Il définit les règles, à partir notamment des règles écrites ou traditionnelles, et il s'assure de leur bonne application. Cette théorie du MJ nous amène à penser une fois de plus qu'il est exceptionnel, puisque tel un dieu, il crée et fait appliquer les lois de son univers. Cependant, la pratique du jeu de rôle bouscule immédiatement ce statut du MJ, tant les règles sont, presque à chaque partie, voire à chaque scène, discutées en même temps qu'elles sont appliquées. Et la joueuse qui s'excuse de négocier un avantage ou une position favorable pense déplaire au MJ alors qu'elle ne fait que montrer que les règles sont au service du jeu et non le jeu au service des règles. Et pour s'assurer que ce rapport demeure, il faut s'entendre sur les règles et en faire le terrain d'un débat qui permet à chacun d'incarner la règle et de l'appliquer en toute liberté. Certaines pratiques comme le débrief de fin de partie rejoignent aussi cette idée. Le joueur est alors en position de discuter de l'application de telle ou telle règle et donc d'en comprendre le sens et l'intérêt avec les autres. Ainsi, en tant que MJ, je ne comprends pas vraiment pourquoi j'aurais un rôle d'arbitre plus puissant que celui des joueuses, même si les joueurs me demandent parfois de jouer effectivement ce rôle. Un dernier mot peut-être sur le style du MJ. Il y a de quoi donner lieu avec cette question à un sujet complet pour le podcast Frankenstein, mais disons simplement que ce qui peut, dans la pratique, séparer le MJ des joueurs et faire du MJ un joueur exceptionnel, c'est peut-être cet élément. Il est en effet possible de concevoir un MJ qui ne souhaite pas partager ses responsabilités et fasse en sorte de dominer la structure, le contenu et le fonctionnement d'une partie. Ce faisant, on s'assure effectivement que tout ce qui se passe a un sens, mais le risque, c'est bien que ce sens n'appartienne profondément qu'à une seule et même personne autour de la table, alors que le JDR est une pratique essentiellement sociale. C'est parce que je ne veux pas être ce MJ que l'on me taxe parfois de laxiste ou de gentil MJ, mais je trouve que la liberté dans le jeu est à ce prix. En vous remerciant pour votre attention et en remerciant également le podcast Frankenstein pour nous proposer des sujets de réflexion stimulants et intéressants. À bientôt. Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette question, c'est de l'avoir jeté des passerelles entre des termes explicitement conçus pour se distinguer l'un de l'autre. C'est amusant quand même. Alors, on peut se poser des questions sur ce que c'est qu'un MJ. Il y a plein de définitions différentes et elles se recoupent toutes un petit peu d'ailleurs de manière générale. Moi, ce que je propose, c'est de partir des oppositions au statut de MJ. Parce que l'opposition, elle pose toujours un rapport au monde. Elle part du principe qu'il y a une réalité. Sinon, elle pourrait pas la nier. Et du coup, en regardant ce que disent les propositions alternatives à la présence d'un MJ dans la partie, on devrait pouvoir être capable de caractériser les bases du MJ. Du coup, les deux principales oppositions que je retiens pour le rôle du MJ, c'est d'un côté l'improvisation, et de l'autre, la narration partagée. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ? L'impro, elle va revenir sur tout ce qui est préparation de la partie. Parce que ce qu'on improvise par définition, c'est de l'actuel, c'est du présent, c'est de l'immédiat. Du coup, il n'y a pas cette idée d'antériorité de la création, que ce soit de l'univers ou du scénario. Du coup, on peut partir du principe qu'il y a des degrés dans cette improvisation. Mais le fait est que ça nie principalement la préparation. De l'autre, il y a la narration partagée. Et déjà, on voit bien que les deux se recoupent. La narration partagée, elle, il me semble qu'elle revient avant tout sur le rôle prédominant du MJ dans la narration. Ça veut dire que, cette fois, les joueurs peuvent s'impliquer, peuvent participer à une marge de l'aventure qui était normalement réservée au MJ. Alors, évidemment, dans ces deux propositions alternatives, on peut mettre des degrés, on peut mettre des variants. Le but n'est pas de dire que l'improvisation revient uniquement sur la préparation et ne rentre pas dans le cadre du partage de narration, parce qu'on sait que lorsqu'un MJ improvise, il a tendance à se nourrir des propositions des autres joueurs. De même, dans le partage de narration, on a tendance à utiliser de l'improvisation, et même sans ça, à ne pas avoir tous les éléments prévus de base, donc ça nie une partie de la préparation aussi. Et bon, c'est l'idée générale. On a au moins ces deux gros points qui sont théoriquement l'apanage du MJ. Dans les deux cas, donc dans ces deux alternatives, on remarque également que le MJ se rapproche des joueurs,
Ou plutôt que c'est le contraire, que en donnant de ces prérogatives aux joueurs, les joueurs se rapprochent du MJ. Enfin, le MJ fait que ces joueurs se rapprochent de lui. Bref, vous m'avez compris. Du coup, il y a une forme de nivellement entre ces deux instances, entre ces deux types d'instances. Et ce nivellement, il est très important lui également. Parce qu'il montre que, à la base, les deux instances ne sont pas sur un pied d'égalité. Sinon, il pourrait pas y avoir de nivellement, il pourrait pas y avoir de rapprochement, en fait. Du coup, ça suppose que le MJ a un statut autre. Mais jusque-là, ça doit pas être très étonnant, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui est récurrent dans toutes les théories qui posent la place du meneur. Et ce statut isolé du meneur, il rappelle d'autres fonctions dans d'autres médias, comme celle du metteur en scène, par exemple, ou du réalisateur. Toutes ces fonctions ont en commun d'être à la fois créatrices de l'histoire et en dehors de celle-ci. Et je crois que le meneur va dans ce sens, en fait. Parce que sa charge est très lourde, à la base. Si on prend juste la charge de la préparation, d'une part, et de la bonne tenue, dans le sens de la direction de la partie, d'autre part, bah, déjà, c'est quand même un gros morceau. Et ça implique une certaine indisponibilité à ressentir, ou plutôt à s'investir. Donc même si on se donne à fond, hein, c'est pas la question quand on est MJ. C'est plus que, vu que l'implication dans l'aventure, dans la préparation de l'aventure, dans la bonne tenue de l'aventure est très élevée, le maître de jeu semble moins disponible pour profiter des émotions immédiates qui pourraient naître de la partie. Disons que ça a tendance, je pense, à le mettre dans une position plus d'analyste critique. Le fait qu'il soit toujours en réaction, donc prêt à réagir aux impulsions des joueurs, à leurs sentiments, à essayer de les pousser dans une direction, je pense que ça participe aussi de ce côté-là. Et tout ça me fait dire que le joueur ne joue pas au même jeu que son meneur, ou sa meneuse d'ailleurs. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Wenlock l'avait sorti également dans les carnets ludographiques. Je crois que c'est le numéro 6, ça devait être la deuxième partie de l'art d'être joueur. Et il disait du MJ que c'était un joueur, mais pas comme les autres. Et effectivement, si jamais on joue pas au même jeu en tant que MJ, en tant que joueur, oui, on est joueur, mais pas comme les autres. Alors ce serait quoi ce jeu du MJ ? Je pense que c'est un jeu avec son public, à la manière d'un scénariste en fait. Quand on est scénariste, on va balancer des clins d'œil, on va proposer des pistes à son public, on va essayer de le faire se hyper pour tel ou tel enjeu de la narration. Là c'est pareil. Sauf que le MJ il a cet avantage de voir directement les réactions des joueurs, de les voir immédiatement. Et ça change tout quand même. Parce que ça lui permet de s'adapter, ça lui permet de faire plein de choses. Mais on comprend bien pourtant que, sauf à penser des cadres, des dispositifs différents de ceux qu'on entend traditionnellement par meneur, donc par exemple la narration partagée ou l'impro, définitivement on n'est pas sur le même plan. Donc si je devais donner une réponse, non, le MJ n'est pas un joueur comme les autres. Et pourtant on s'amuse comme MJ, on s'amuse. Alors bonsoir, je suis avec Raquel du coup. Raquel, donc tu fais des actual plays. Du coup, j'ai une question à te poser. Pour toi, le MJ est-il un joueur comme les autres ? Pour moi, oui. Le MJ est un joueur comme les autres, parce que je considère que quand un MJ prépare, ou écrit, ou fait jouer une partie, il fait d'abord jouer ce qu'il aimerait lui en tant que joueur faire comme partie. Donc à partir de là, il écrit, entre guillemets, sa partie idéale. D'accord. Donc pour toi, le MJ, c'est un joueur qui veut faire jouer sa partie idéale. C'est ça. C'est un joueur qui propose sa vision d'une partie qui soit agréable, qui soit amusante, plaisante, quelle que soit la situation ou le jeu qui soit prévu, tel que lui aimerait le faire. D'accord. Et le fait qu'il soit donc quelque part garant des règles du jeu et du scénario, ou qu'il prévoit sa partie idéal. Ne penses-tu pas qu'il va imposer une sorte de partie à des joueurs et du coup il impose, oui, d'une certaine manière. Après, ça force aussi un petit peu, même si c'est un peu paradoxal, à anticiper justement un peu ses joueurs, surtout sur des parties sur des équipes qu'il connaît déjà. Il va savoir déjà quel joueur, quel type de joueur il a, quel caractère il va avoir à jouer. Il va pouvoir le composer avec. Mais comme il composerait pour écrire une histoire sur laquelle il va avoir qu'à moitié la main. D'accord. Donc il fait la moitié du chemin vers les joueurs qui vont faire l'autre moitié vers lui.
C'est ça, c'est l'idée effectivement. Il va donner, comme toujours, le point de départ, la ligne directrice, le point d'arrivée, et il va composer avec, on va dire, le squelette de l'histoire, ce que les joueurs vont rajouter comme chair et en fin de compte, rajouter derrière la peau de ce qu'auront fait les joueurs. D'accord, donc c'est un joueur comme les autres et qui est complémentaire du reste de la table. C'est ça, c'est le joueur complémentaire en quelque sorte. Ça reste un jeu de rôle, le maître du jeu reste pour moi joueur aussi. Parfait. Et donc du coup, Raquel, où peut-on te retrouver ? Moi, on peut me retrouver régulièrement sur la chaîne d'Akiel Fire, de la communauté du Royaume sous la montagne. Assez régulièrement, c'est pas le terme, mais assez couramment sur des jeux, sur notamment Chroniques oubliées, Fantasy, sur plusieurs parties différentes, plusieurs univers différents. D'accord, écoute, merci beaucoup pour avoir répondu à cette question, et puis à bientôt du coup sur les internets ou de nouveau en vrai. Ce sera avec grand plaisir. Alors, ça enregistre. Bonsoir à tous. Je suis avec Gossed, avec Riley et avec Aki, ou Aki Hellfire, je ne sais pas comment tu préfères qu'on te... Aki, c'est bien. Aki, c'est bien. D'accord. Je viens vous poser la fameuse question du Frankencast qui est: le MJ est-il un joueur comme les autres? Et donc, je vous pose cette question pour que vous répondiez de façon collégiale. À qui l'honneur? Si, hein. Pour moi, ce n'est pas un joueur comme les autres. Ah bon? Non, parce que il peut s'amuser autant que les autres, mais il n'a pas du tout la même fonction que les autres joueurs. Du coup, ça ne peut pas être un joueur comme les autres. Il a toutes les clés, il s'amuse d'une autre façon finalement que les joueurs qui ne sont au courant de rien, mis à part le personnage qu'ils incarnent. Le MJ, en tant que maître de l'univers, forcément, ne fait pas les mêmes actions. À partir du moment où il fait pas les mêmes choses que les joueurs, il peut pas être un joueur comme les autres. D'accord, et donc tu considères que le MJ est maître de l'univers, ne peut pas être surpris par les joueurs du coup? Si, bien sûr, ça n'a rien à voir. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un joueur comme les autres, mais il peut s'amuser autant, il peut être surpris autant, évidemment. C'est ce qu'il joue au même jeu, mais il joue pas de la même façon au même jeu. Donc, et la nuance est subtile, mais elle existe. Pour ma part, je trouve que si, justement, c'est un joueur, puisque joueur, le mot premier c'est jouer, donc il joue aussi avec eux, il joue des réactions et des actions de ses joueurs, et en gros il va s'adapter et prendre du plaisir aussi quelque part, parce que jouer c'est du plaisir. Donc pour moi ça reste quand même un joueur, mais un joueur à part entière, un joueur qui a comme tu le dis toutes les clés, c'est vrai, mais qui va s'amuser autant que les autres, mais d'une manière un peu différente. Ce n'est pas un joueur comme les autres. Oui, mais quand même. C'est le bon chasseur. On a compris de la philosophie. Voilà. Et toi, Akil, qu'en penses-tu? Tu es joueuse, uniquement pour le moment, mais tu te prépares à se masteriser, et pour le moment, dans ta préparation, est-ce que tu vois une différence entre la façon dont tu prépares tes parties en tant que joueuse ou en tant que MJ? Surtout la façon dont je vis les parties. La façon dont tu vis les parties? Oui, parce que je fais beaucoup plus attention à beaucoup trop de détails et c'est pas pareil. Je fais beaucoup plus attention à des petits détails qui pourraient changer l'histoire derrière, et en fait, je vis plus mes parties en tant que joueuse de la même façon depuis que j'ai commencé à me mettre de l'autre côté qu'avant. Avant, j'étais juste en mode c'est trop cool, c'est génial. Et puis maintenant, à chaque fois qu'il y a un petit truc, qu'est-ce qui nous prépare? Ça pue. Tu veux dire que le fait de commencer à devenir MJ, toi aussi, ça te change ta façon de jouer? Oui. D'accord, ok. Mais du coup, même si ça te change ta façon de jouer, est-ce que d'un côté ou de l'autre, tu es un joueur comme les autres? Mais je suis pas comme les autres tout court, donc. C'est une bonne réponse. Tout est dit. Voilà. Non, en fait, c'est dans le sens de ta question. C'est comment pour toi, un joueur comme les autres, c'est-à-dire que on est tous égaux face au jeu de rôle, ou les gens ne jouent pas tous de la même manière, donc. C'est ça qui est intéressant avec cette question, c'est qu'on peut la prendre de diverses façons. Donc, est-ce que le MJ ou la MJ est-elle un joueur ou une joueuse comme les autres? Non. Qu'est-ce qu'un joueur déjà, hein? J'ai envie de dire. C'est ça. Qu'est-ce qu'un joueur? C'est là l'ambiguïté de la définition du mot joueur. En fait, le MJ, déjà, quand on lui dit qu'on va jouer, le MJ, sauf s'il est en total impro, mais il prépare quelque chose. Déjà, il lâche pas les mains dans les poches comme les joueurs, quoi. Enfin, il y a tout un travail en amont. Un joueur n'arrive pas les mains dans les poches non plus. Ok, j'exagère, mais le MJ a plus de travail en amont de la partie que le joueur. Ça dépend. Ça dépend. Tu peux avoir des MJ qui arrivent les mains dans les poches, en full impro. Ouais, il y a forcément. Et qui ils se laissent guider par les joueurs.
et qui quelque part... Ils ont créé derrière de Voilà. 15 pages. C'est ça, et en fait, le MJ, du coup, devient un peu dépendant de ce que vont faire les joueurs, puisque c'est eux qui vont amener le monde. Mais le MJ, en tant que rôle, tu peux avoir fait un background de 15 pages, le MJ peut te tuer la première partie. Ça m'est jamais arrivé. Non mais bien sûr, si le MJ est sadique, mais il a quand même un pouvoir beaucoup plus grand que les autres joueurs. Alors mes backgrounds sont très bons. Après, c'est un peu enfin, ça va dépendre du contrat qu'il y a entre les joueurs et le MJ. Si le MJ d'entrée dit, ok, vous pouvez mourir à 5 instants, donc à vous de faire attention. Vous faites pas un background de 15 pages. Les joueurs seront pas surpris si ça leur arrive, pardon. Donc, il faut que ce soit un dialogue constant avec le MJ. Mais je pense que le MJ joue autant que les joueurs. Bien sûr, mais ouais. Je sais pas, il y a aussi la notion de jeu de rôle sans MJ aussi. Pourquoi ça existe ? Ça existe parce que il y a le MJ a un statut vraiment particulier, c'est tout. Ouais, mais est-ce pas un joueur comme les autres. Il joue, mais il est pas. Juste pour revenir un petit peu en arrière, je suis assez d'accord sur le fait que les dernières questions amenaient plus à parler du contrat social. Donc effectivement, on est tous d'accord pour dire que si on joue à un jeu un peu one shot, on va dire à Into the Odds, on va pas faire un background de 15 pages parce que ton personnage en 2 coups de dés peut mourir. Et pour les jeux sans MJ, mais justement, l'inverse est aussi vrai. Je veux dire, les jeux sans MJ existent, ça veut dire que quelque part, au final, si un jeu sans MJ existe, est-ce que ça veut pas dire que le MJ est un joueur comme les autres et qu'on n'a pas besoin d'avoir un rôle défini? Non, parce que là, un jeu sans MJ, le MJ, il vient, il se présente face au jeu à égalité avec les autres joueurs. À partir du moment où le MJ il arrive et qu'il en sait plus que les autres, déjà, il distribue les fiches de perso. Enfin, il a un pouvoir que les autres n'ont pas sur le jeu. Oui, mais attention, parce que par définition, le joueur, par moment, peut avoir autant de pouvoir que le MJ, puisqu'il peut complètement détruire le scénario, ce qui était prévu de base dans le jeu, et du coup, le MJ se retrouve prisonnier et doit changer ses plans, et du coup, il n'est pas maître absolu dans le scénario, dans l'histoire qui va se passer. Ouais. Donc les joueurs ont un pouvoir aussi, quand même. C'est là où tu te places, et là, c'est pendant la partie, mais quand tu te présentes face à la table, quand les gens arrivent, on n'est pas tous à égalité s'il y a un MJ ou s'il y en a pas un. Pendant la partie, évidemment, tout peut changer et c'est ça qui est génial dans le jeu. Après, je trouve que le MJ, c'est vrai, il est le maître de l'univers, dans le monde dans lequel vont évoluer les joueurs. Le maître ou le garant? Est-ce qu'il n'est pas le garant d'une certaine cohérence de l'univers plutôt que le maître de l'univers? Le garant, le guide. Il va diriger, il va emmener les joueurs dans un univers, expliquer un peu où ils sont, comment les choses se déroulent, mais après les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent, à part si c'est un MJ très dirigiste où là les joueurs vont être sur un rail et donc du coup peut-être brider le côté ludique et jeu du jeu, mais sinon les joueurs il contrôle quelque part. Moi, j'irais plus loin, dans ton sens, mais plus loin, c'est que le MJ, il est garant de l'univers, mais aussi des règles du jeu. Donc, c'est comment on va s'amuser sur la table. Et il peut volontairement dire cette règle-là, je le fais pas parce que ça va pas apporter. Ouais, les règles, c'est surfait. Ouais. J'ai pas entendu, excuse-moi. Les règles, c'est surfait. Ouais, le MJ, il n'est pas soumis aux mêmes règles que les joueurs. Et il choisit les règles. Il a un pouvoir beaucoup. Alors, c'est le dieu du. Est-ce que certains jeux avec MJ, ou je vais même dire avec MC, n'ont pas un peu renversé cette tendance? Si. C'est-à-dire que si on prend un peu BTA, où ton personnage est avec un certain archétype, les règles du jeu sont marquées sur ta fiche de personnage. Donc, est-ce que le MJ peut vraiment aller contre ce qui est marqué sur la fiche du personnage? Non, et tout à fait. Le système Apocalypse dont tu parles, en fait, c'est fait pour peut-être que le MJ soit plus joueur comme les autres, parce que lui, dans le système Apocalypse, les gens ils utilisent des moves ou des manœuvres, et le MJ a lui aussi des manœuvres à appliquer, donc au même titre que les joueurs. Du coup, il part sur les mêmes mécaniques de jeu, mais il a quand même un tout petit pas d'avance sur les joueurs quand même. Et les parties où on n'a pas de fiche de perso et où on fait pas de jet de dés, on en parle? Ah oui, on peut. Est-ce que tu as un exemple? Oui, Halloween l'année dernière, on a fait une partie de JDR où en fait on a fait juste un background. On n'avait pas de fiche de perso, on n'avait pas de carac.
On n'avait rien. On n'a pas fait de jet de dés. Bah, c'était une des meilleures parties que j'ai faites. Et il y avait un MJ. Et il y avait un MJ. Et du coup, est-ce qu'il était joueur comme les autres? C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Bah, il est pas là, donc c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Et toi, Valkan, et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que je pense que le MJ est un joueur comme les autres? Oui. Je pense que certains MJ sont des joueurs comme les autres et que d'autres MJ sont des joueurs différents. Il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. C'est comme tout, hein. Ça dépend des personnes aussi qui sont derrière. Il y a des gens qui sont... Ça dépend de la table aussi, en plus. Ah, ça dépend de la table. Je pense que, ouais, ça dépend de la dynamique que tu trouves à la table. Je pense que quand tu arrives sur certaines tables, tu as des dynamiques où l'entente est directe, tout le monde s'entend bien, tout le monde arrive au même point et tout le monde veut aller dans la même direction, ce qui fait qu'au final, il y a quelque chose de très fluide. Il y a d'autres tables et d'autres choses où tu as l'impression que les joueurs ont décidé quelque chose, le MJ avait prévu autre chose, et là tu sens qu'il y a des points de friction. Mais alors, à ce niveau-là, est-ce que le problème, c'est pas ce qui est appelé plus ou moins le contrat social, c'est-à-dire ce qui a été vendu à la base à la table pour jouer? On peut retrouver ça aussi entre deux joueurs. On peut avoir deux joueurs qui ont des attentes complètement différentes, et Donc je pensais à un dernier argument pour dire que le MJ n'est pas un joueur comme les autres. Souvent on m'a dit, parce que j'ai plus fait maître du jeu que joueur, il y a des joueurs qui sont venus me voir en me disant mais ça t'embête pas d'être le maître du jeu, tu veux pas que je fasse maître du jeu une fois? Enfin, rien que cette phrase veut tout dire. C'est-à-dire que même pour un joueur débutant, on va dire, parce que je joue beaucoup avec des débutants, enfin ils sont plus débutants mais au début en tout cas oui, et tout ça pour dire que ouais, si on te vient de voir, on te dit, c'est qu'on a l'impression que tu joues pas pareil que les autres. Si ça te dérange pas de pas jouer, c'est-à-dire que tu te dis peut-être inconsciemment que quand tu es joueur, tu t'amuses plus que si t'es MJ. Après, ce qui est totalement faux, bien sûr. Après, t'en as, tu peux poser, je pense, la question à certains MJ. Il y a des MJ qui préfèrent être MJ plutôt que joueur parce que justement, ils prennent plus de plaisir à être MJ. Donc du coup, dans le jeu, ils jouent autant que les autres et ils vivent les histoires de ces joueurs par procuration. Voilà. Et de temps en temps, quand il veut décrocher un peu du rôle de Dieu tout-puissant, ils prennent un PNJ et puis ils jouent avec les joueurs et pendant un instant, il devient un joueur aussi. En fait, moi, je rapproche ça du cinéma finalement. C'est un réalisateur et les acteurs. Et perso, ça m'amuse plus d'être réalisateur que acteur en fait. Mais réalisateur et acteur, c'est pas le même métier. Donc. Mais regarde, tu as bien des réalisateurs qui sont aussi acteurs de leur film. Ah oui, évidemment, donc évidemment. Ils deviennent aussi acteurs que les autres. Oui, bien sûr. Les deux sont valables, mais. Tarantino, si tu nous écoutes. Voilà, par exemple. Je repensais au fait qu'on a tous connu des MJ qui avaient. Il y a toujours le PNJ du MJ ou un PNJ qui a l'air de toujours réussir les choses et de les faire un peu mieux que vous. C'est pas tous les MJ. Et je repensais à ça, Ryan, tu disais, toi, tes joueurs, ils sont venus en mode est-ce que tu veux pas que je sois MJ à ta place pour une fois? Est-ce que tu es sûr que c'était pas pour justement essayer? Que c'était parce que. Bien sûr, évidemment, c'est aussi pour essayer. Ça marche dans les deux sens, c'est ce que je dis, mais. Juste si on me pose la question, ça prouve bien que le MJ n'a pas la même place, tout simplement. Ou tout simplement, ils ont envie de jouer en tant que MJ, de voir que toi tu prends le plaisir d'être MJ et du coup de tenter l'expérience, et pas forcément pour te soulager du rôle, c'est vraiment de prendre le... Et j'aime beaucoup l'expérience être MJ et joueur d'un même jeu. Parce que souvent c'est pas le cas. Et... Quand tu es des deux côtés sur un même jeu, tu as vraiment une façon différente de voir les choses derrière, quoi. Du coup, est-ce que le MJ joue au même jeu que les joueurs, en fait? Oui, il joue au même jeu, mais il joue pas de la même manière. J'aime bien être joueur et MJ, et en fait, ça dépend vraiment des jeux. Typiquement, je trouve que en règle générale, quand je suis fatigué, je préfère être joueur sur beaucoup de jeux, parce que j'ai moins d'efforts à faire sur certains trucs, etc. Ouais. Mais c'est pas une règle d'or. C'est-à-dire que il y a certains jeux où ça te demande plus d'efforts, de réflexion de temps en temps d'être joueur que d'être MJ. Bah oui. Pas de réponse à cette affirmation. Je sais pas encore. Non. Eh bien, écoute, j'espère que tu vas nous faire découvrir ça et puis tu. C'est très bientôt pour toi, MJ. L'expérience. Oh là là. Je suis pas prête. Mais tu vas super bien t'amuser. Ah oui. Surtout, tu vas t'amuser des réactions et des actions de tes joueurs. C'est là où... Oui, parce qu'au final, en tant que MJ, on s'amuse quand même. Mais oui, grave, évidemment, on s'amuse bien. Ouais. Et tu vois, vu qu'on connaît les tenants et les aboutissants des choses, on essaie de voir comment ils vont se dépatouiller
comment les joueurs arrivent à se dépatouiller d'une situation et de voir le plaisir d'être surpris par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et c'est là, je trouve que c'est vraiment le sel du MJ, c'est ce moment où tu dis putain, j'avais pas pensé à ça, ils m'ont emmené là-dedans, enfin voilà, c'est pour rester. Mais c'est ça, on veut être surpris par nos joueurs. Ouais, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que mes joueurs de ma table, là, justement, que je prépare, ce ne sont que mes MJ. Ah ouais, tu vas être jugé, quoi. Ouais. Mais non, mais justement, détrompe-toi. Parce qu'ils connaissent exactement ce que toi tu vas faire. Justement, je veux les surprendre aussi. Ouais, mais justement, à mon avis, tu vas les surprendre parce que comme ils ont toujours l'habitude d'avoir, de savoir ce qui va se dérouler, le fait de justement d'être dans le noir et pas avoir la suite du scénar directement sous les yeux, déjà rien que ça va les surprendre. Oui. Après, le but, c'est surtout que justement, dans la commune où on est très peu de MJ, et en fait tous ces MJ ils m'ont fait jouer. Mon objectif en devenant MJ, c'était de les faire jouer eux à autre chose et de jouer ensemble aussi. Hein. De te venger pour tous les persos qui t'ont tué. J'en ai eu qu'un de mort sur beaucoup. Comme quoi, la vengeance. Mais ça, je suis très résistant. Mais ça se passera très bien. Parce qu'après, en même temps, voilà, tu vas arriver avec ta vision des choses en tant que MJ, qui n'est pas forcément la leur. Donc forcément, ils seront que surpris parce que tu vas leur amener. Donc, mais au-delà de la surprise, je veux qu'ils s'amusent autant que moi je me suis amusée sur leur partie. Et je veux qu'ils soient déçus. Il n'y a pas de raison, hein, ça se passera très bien. Ok, bah écoutez, je sais pas si on a répondu à cette question avec une réponse tranchée ou quoi, mais en tout cas, ouais, voilà. Nous avons construit un petit muret sur lequel vous allez pouvoir vous reposer pour la suite. Allez, à bientôt. Merci. Juste avant de partir, donc Gossed, où on peut te retrouver ? Eh bien, sur la chaîne de la petite pause JDR, sur la chaîne YouTube, il y a aussi une chaîne du Twitch aussi sur la petite pause JDR. Et puis c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous pouvez me trouver là-dessus. Et toi, Riley, où peut-on te retrouver ? Nous, ça s'appelle JDR Academy et on est plus ou moins régulier. Hein, voilà, donc on sort des épisodes quand on a le temps, mais quand on les sort, c'est rigolo. Et toi, Akil, du coup, Akil Hellfire, dis-nous quand est-ce qu'on va pouvoir te voir masteriser une partie. Ah, masteriser, c'est pas pour tout de suite. Mais vous pouvez me retrouver en live au moins 2 à 3 fois par semaine avec toute la clique et nous retrouver sur le Discord de Sous la Montagne, et sinon c'est Twitch Akiel et YouTube Akiel Fire. Voilà, des bisous. Parfait, bah écoutez, à bientôt. Salut. Et voilà, c'est la fin de ce podcast Frankenstein. Merci à tous les intervenants et en espérant vous voir bientôt sur les internets. Et surtout, MJ, joueur ou non, amusez-vous bien.